Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 183. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode consacré aujourd'hui aux pires romances. En bref, ce qu'il faut éviter de faire en 2024 parce que ta romance vaut bien mieux que ce que je vais te dire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la liste des choses qu'on aimerait ne plus voir et que je dis on, c'est surtout les éditeurs et pas mal de lecteurs, mais surtout les éditeurs en 2024, je voudrais faire 2-3 petites remarques, 3 pour être précise. Tout d'abord, la romance, je te le rappelle, elle doit bien se terminer. C'est une des conditions pour faire rentrer ton histoire dans le genre de la romance. Si ta romance se termine mal, c'est un autre type de genre. Ça peut être par exemple une littérature beaucoup plus générale ou une littérature féminine par exemple. Je pense à l'éditeur Charleston. Ça peut être le cas, mais c'est pas à proprement parler une romance. Ensuite, je reviens sur quelque chose que j'avais déjà dit sur ce genre-là, c'est que la romance est un genre extrêmement exigeant. C'est une erreur de penser que ce genre est un sous-genre parce qu'il est souvent présenté comme ça. C'est complètement faux, très éloigné de la vérité, parce que il n'y a rien de plus difficile que de décrire le sentiment amoureux, l'émergence et toutes les péripéties autour du sentiment amoureux. Tout ce qui touche de près ou de loin à ce sentiment si fort, si contradictoire, si incohérent parfois, est extrêmement complexe et beaucoup plus complexe que quand on est à décrire plus d'effets spéciaux, par exemple, dans certains autres genres. Donc il ne faut pas croire au niveau des techniques narratives, c'est un genre qui est extrêmement exigeant avec un lectorat qui ne l'est pas moins. Et il faut savoir que ce genre contient peut-être le plus grand nombre de codes qui existent dans un genre, heureusement d'ailleurs, ou malheureusement, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais quand on décide d'attaquer la romance, il faut le faire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect pour ce genre si populaire et qui, on va pas se mentir, se vend énormément. Et enfin, je voudrais dire que ce que je vais expliquer porte essentiellement sur la romance hétéro. Il me semble quand même, pour ce que j'ai lu, mais je ne suis pas une grande lectrice, non plus une grande spécialiste de la romance FF ou MM, mais il me semble quand même que par rapport à ce que j'ai lu, les travers que je vais te lister sont moins prégnants dans les romances FF ou MM. Donc c'est la raison pour laquelle je vais uniquement parler de la romance hétéro. Mais les conseils que je vais te donner peuvent aussi évidemment servir pour n'importe quel type de romance. Du coup, l'originalité de la romance, étant donné que je viens de dire qu'elle répondait à de nombreux codes et qu'il était important de respecter ces codes, l'originalité ne va pas venir de l'histoire d'amour en elle-même, mais plutôt de la manière dont tu vas te l'approprier, cette histoire d'amour. Et la façon dont tu vas construire cette histoire d'amour et le caractère unique et singulier de cette histoire d'amour, c'est la façon dont tu vas construire les personnages et la façon dont ils vont interagir et la manière dont le sentiment amoureux va se construire, se déconstruire et se reconstruire. C'est là-dessus que va se jouer l'originalité. Donc ne te dis jamais que tout a déjà été écrit dans la romance et que toi, tu n'as pas trop grand-chose à lui apporter parce que c'est faux. Effectivement, tout a déjà été écrit sur la romance de toutes les manières possibles et imaginables, mais pas de la tienne. Donc à partir du moment où tu t'appropries la romance et l'histoire d'amour, elle devient nécessairement unique parce qu'il n'y a que toi qui as ta propre vision du monde et ta propre vision de l'amour. Et on va pas se mentir, particulièrement en 2024, mais en 2023 c'était le cas aussi, il y a des choses qui crispent dans la mauvaise romance et qui crispent beaucoup les éditeurs de romances parce que ce dont je vais te parler devient beaucoup trop caricatural et de moins en moins en phase avec son époque. Et alors, surtout si tu écris de la romance contemporaine, c'est important que tu sois en phase avec le monde dans lequel tu vis
parce que les goûts des lecteurs et la sensibilité des lecteurs évoluent d'année en année et les romances qui sortiront en 2024 ne ressemblent à rien des romances qui sont sorties en 2020 par exemple ou dans les années 90. Ça n'a rien à voir et fort heureusement, ça va continuer à évoluer, ce qui nous donne de nouveaux tropes qui sont très intéressants et qui sont en rapport avec notre époque. Et donc c'est particulièrement vrai dans la romance contemporaine. Alors passons du coup en revue les choses qui peuvent vraiment te desservir et abîmer ta romance alors même que ton idée est bonne et que l'écriture l'est aussi. Alors premièrement, c'est le fameux syndrome du coup de foudre. L'histoire d'amour au premier regard. Alors oui, le coup de foudre, c'est bien, et je veux bien entendre qu'il existe, ça tout à fait, je sais que je ne suis pas la personne la plus romantique qui existe, mais je veux bien l'entendre, et qu'il peut faire aussi de merveilleuses histoires, il n'y a pas de problème là-dessus, mais encore faut-il que ce coup de foudre soit crédible. Un coup de foudre, comme son nom l'indique, c'est un choc dans le cœur et dans le corps. Donc ça doit être décrit comme tel. Il faut qu'il y ait un avant coup de foudre et un après coup de foudre. Mais la vie, quoi qu'il arrive, ne sera plus jamais la même du fait de ce choc émotionnel que vivent les personnages ou l'un des deux personnages. Et donc, ça doit avoir un côté bouleversant, ça doit pas être banalisé. Ce coup de foudre doit absolument pas être banal, j'entends pas dans les circonstances, mais j'entends dans ce que ça fait sur les personnages. Et ça doit pas uniquement être « oh là là, j'ai rencontré un gars super mignon, je suis à fond sur lui, on va faire des bébés, c'est sûr ». Ou alors bien entendu, si tu le fais, c'est géré au second, voire troisième degré. Donc quand ça arrive sérieusement, comme un cheveu sur la soupe, genre l'ascenseur qui mène à la cantine et qu'au premier regard, ça y est, on peut plus se passer l'un de l'autre, et que par la suite, systématiquement, ils prennent l'ascenseur en même temps et se tombent dessus 5 fois par jour, comme par hasard toujours, ça devient ce que j'appelle un mauvais cliché. Et il y a des bons clichés et des mauvais clichés. Et celui-là est un mauvais cliché. Deuxièmement, ça découle du premièrement, parlons du fameux prétexte qui doit nécessairement amener le couple à se fréquenter. Vraiment, évite au maximum les multiples rencontres fortuites, alors surtout quand c'est dans une grande ville comme Paris, Londres ou New York. S'ils se tombent dessus à chaque coin de rue, c'est complètement invraisemblable. Il faut que ce soit logique, cohérent et crédible pour qu'on ne sorte pas de l'histoire. Donc, il va falloir que tu travailles le contexte et la raison qui explique qu'ils fréquentent, par exemple, les mêmes lieux, à des horaires équivalents, évidemment, ou alors il y en a un des deux qui change justement ses horaires et qui se met à avoir les mêmes horaires, ou alors ils fréquentent les mêmes personnes. Tout en n'oubliant pas le fait qu'il va falloir expliquer, si jamais effectivement c'est le cas, pourquoi ils ne se sont jamais rencontrés avant. Donc il faut vraiment réfléchir au contexte lié à leur rencontre et à leurs multiples rencontres. Quand ça devient trop artificiel, c'est l'histoire d'amour en entier qui devient artificielle. Alors troisièmement, c'est un trope qui s'appelle l'ascenseur social. Alors, l'ascenseur social, c'est en soi un bon trope qui fonctionne encore très bien. Le problème, c'est qu'il est majoritairement toujours dans un seul sens. Alors, moi je veux bien que la jeune fille soit sans un sou et qu'elle rencontre des difficultés à joindre les deux bouts et que, comme par hasard, elle tombe sur un milliardaire qui va évidemment tomber sous son charme frais et exotique parce qu'elle roule en Twingo et lui en Ferrari, ok. Mais ça, est-ce que c'est pas un peu trop vu et revu ? Je peux te dire que du côté des éditeurs, quand c'est expliqué comme ça, et crois-moi, il y a des manuscrits qui l'expliquent de cette façon, ça devient vraiment trop lu et relu. Et moi, j'ai envie de te dire, pourquoi ne pas choisir un angle un peu différent ? Pourquoi ne pas profiter de sa romance pour faire un peu plus original et inverser, par exemple, les rôles ? Et je trouve le trope de l'ascenseur social assez intéressant et pas du tout inutile. En revanche, moi, je le raccrocherais bien à une thématique qui est beaucoup plus liée à notre temps. Par exemple, quel serait l'impact si c'était la fille qui était milliardaire et l'homme qui était sans le sou, par exemple, dans une société plutôt à consonance patriarcale, et c'est un euphémisme. Donc ce serait un angle d'attaque un peu plus intéressant et un peu plus original pour le coup. Mais encore une fois, le trope de l'ascenseur social n'est pas un mauvais trope en soi.
C'est juste qu'il faut que tu le fasses beaucoup plus subtilement et que tu le balises comme il faut et que ce soit pas la fille qui toque à la porte parce qu'elle a vu de la lumière et comme par hasard, elle atterrit dans le bureau du milliardaire qui va avoir un coup de foudre pour elle. Voilà, et crois-moi, je caricature à peine certains manuscrits. Donc c'est la raison pour laquelle j'en parle. Quatrièmement, la fille, donc le personnage féminin, qui laisse tout tomber pour se fondre littéralement dans la vie du personnage masculin. Et d'ailleurs, elle s'en fiche parce qu'elle n'a aucune espèce d'ambition, ni aucun rêve, ni aucune aspiration, ni aucune envie de carrière ou de faire des choses un peu intéressantes pour elle, j'entends. Bref, je résume qu'elle n'a pas de vie. Pense bien à l'arc narratif de tous tes personnages. Si l'histoire n'impacte pas les personnages, s'ils ne possèdent pas une amplitude d'évolution, alors le lecteur va avoir beaucoup de mal à se connecter à eux. Parce qu'en vrai, dans la vraie vie, on aspire tous à quelque chose. On a tous des rêves, alors qu'ils soient professionnels ou personnels ou artistiques ou sociaux ou culturels, enfin peu importe, mais on a tous un moteur, on a tous quelque chose qui nous fait nous lever le matin et qui nous fait rêver le soir. Donc c'est vraiment important que tu travailles l'arc narratif de ton couple et des personnages. Cinquièmement, c'est, et là pour le coup je fais un lien avec ce que je viens juste de dire, c'est le personnage secondaire qui ne sert à rien. J'ai demandé ce que j'appelle le syndrome de la meilleure amie invisible. En fait, c'est un personnage qui n'aura d'autre fonction que de boucher les trous quand le personnage masculin et le personnage féminin qui forment le couple ne sont pas ensemble. Et donc, quand ils sont pas ensemble, faut bien boucher les trous. Et là, on sort de nulle part un personnage secondaire qui n'a absolument aucune existence en dehors de faire la potiche ou voilà, devant les deux personnages, les deux protagonistes qui vont former le couple. Et du coup, il n'existe qu'à cet instant T où il parle et où il bouche les trous. Il n'a pas de passé, pas de présent et pas de futur. Or, même si tu ne fais qu'évoquer très brièvement ce personnage secondaire, et a priori je t'encourage à en avoir plusieurs, on doit quand même avoir l'impression que ces personnages existent vraiment au même titre que les protagonistes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tu passes 10 pages à les développer, ça peut juste être simplement évoqué, mais c'est important que le lecteur ait l'impression que quand l'héroïne ou le héros croise ces personnages secondaires, en vérité, ces personnages secondaires existent au même titre que le héros ou que l'héroïne. Donc ça, c'est vraiment très important. Travaille l'arc narratif de tous tes personnages. Alors évidemment, tu vas t'appesantir beaucoup moins sur celui des personnages secondaires, c'est une évidence, mais pense à travailler l'arc narratif de tous tes personnages, donc d'où ils partent, où ils vont arriver et par quel type d'évolution ils vont passer, même si toi, du coup, tu vas intervenir qu'à certains points clés de leur évolution et que, par définition, comme ce sont des personnages secondaires, on n'assistera pas au déroulé de toute leur évolution. Sixièmement, la question de la sainte virginité. Alors heureusement, on le voit de moins en moins en littérature française, même si on le rencontre encore de temps en temps dans des romances américaines et qui sont traduites en France. Donc je me suis dit que ce serait quand même bien, au cas où, ce serait quand même bien que je l'évoque. Alors l'idée de Straub, c'est que en fait, on va qualifier de sainte virginité la femme, évidemment jamais l'homme, qui doit avoir très peu d'expérience sexuelle et qui du coup va faire que son abandon va être beaucoup plus précieux, son abandon au personnage masculin j'entends, va être beaucoup plus précieux parce qu'elle ne le donnerait pas à n'importe qui ou alors elle effectue des pratiques sexuelles qu'elle ne réserve évidemment qu'à lui, strictement lui, parce que c'est l'élu, etc., etc. Et du coup, on instaure une hiérarchie entre les femmes à la sexualité assumée et décomplexée et celles qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Il n'y a pas de question de hiérarchie de valeurs ici. Notre corps, nos règles. En 2024, maintenant, ça doit être acquis qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les pratiques et quelles qu'elles soient. Il y a juste un fait. Donc j'ai un personnage qui a beaucoup d'expérience ou j'ai un personnage qui n'a pas beaucoup d'expérience et en fait on s'en fout un peu, c'est juste factuel. Septièmement,
Le personnage masculin qui, pour affirmer sa virilité, alors ça vient souvent d'un biais d'écriture qui consiste à mettre certaines caractéristiques un brin caricatural de comportement sur un personnage pour qu'en fait on comprenne bien sa posture et on a peur que sinon, si on caricature pas un peu sa posture, on va mal se rendre compte du personnage et surtout on va mal le comprendre. Bref, le personnage masculin qui, pour affirmer sa virilité, sait tout mieux que l'héroïne systématiquement et surtout lui explique ce qu'elle est normalement censée savoir parce que ça la touche, voire pire, lui explique ce qu'elle devrait penser et ressentir. S'il te plaît, plus de mansplaining en 2024, c'est important. Et enfin, huitièmement, les scènes de sexe qui tombent comme un cheveu sur la soupe. Bon, j'arrête pas de dire que quoi qu'il se passe, dans ton intrigue principale, tout doit se tenir. Et tout doit être cohérent avec ce que tu as mis en place et tout doit être vraisemblable avec ce que tu as mis en place dans ton intrigue principale. Donc très clairement, les fameuses scènes de sexe, tu sais, celles qui arrivent à peu près 50-60% du livre, parce qu'il faut bien qu'on les case à un moment ou à un autre. Bref, ce type de scène de sexe qui arrive parce que c'est le moment à ce volume-là de pages du roman. Et donc du coup, voilà, il faut bien qu'on la case. Donc on la case, mais ça tombe un peu, c'est un peu mécanique et ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Donc quand tu le mets, et je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas la mettre à 50 ou 60% du livre, bien évidemment, je dis juste qu'il faut la préparer. Il faut préparer son arrivée. Et aussi, je voudrais terminer sur les scènes de sexe explicite qui durent absolument 10 pages et qui décrivent par le mot nu tout ce qu'il se passe comme un guide pratique anatomique. C'est vraiment une erreur de croire que c'est hyper facile d'écrire des scènes de sexe. Moi, je pense au contraire que ça fait partie des scènes les plus compliquées à écrire parce que il faut continuellement jouer ce jeu d'équilibriste entre dire clairement les choses, parce que la scène de sexe est là pour provoquer des émotions, elles sont censées provoquer un peu des coups de chaleur, donc dire clairement ce qui se passe et être suffisamment éloquente et avoir un langage suffisamment riche, du coup, pour que ça tourne pas au manuel pratique anatomique. Et du coup, c'est extrêmement compliqué, parce que quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, ça se termine à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 milliard de façons d'introduire une scène de sexe explicite. Alors, je parle évidemment des scènes de sexe explicites et je ne parle pas de « et ils fermèrent la porte » et du coup, on a une ellipse qui fait partie d'une catégorie de romances. Du coup, là, la question, elle est réglée. Moi, je parle des romances un peu plus spicy, du coup, et c'est pas du tout une technique narrative facile à mettre en place. Donc, il faut être particulièrement vigilant et vigilante là-dessus. Voilà les écueils que je voulais partager avec toi. D'ailleurs, peut-être que tu en penses à certains autres, d'ailleurs, dans même d'autres genres, parce qu'il y en a dans tous les genres. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'elles te feront réfléchir. Je te rappelle que tu peux t'abonner à notre newsletter sur licar.fr, licares.fr pour plus de contenu. Et moi, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.